L'exploitation commerciale des forêts de Terre-Neuve et Labrador a commencé pendant la seconde moitié du 19e siècle. Au début, elle reposait principalement sur l'industrie du bois de sciage. Les scieries les plus grandes et les plus florissantes étaient installées sur l'île. Elles étaient généralement situées au centre et dans l'ouest de Terre-Neuve. C'est aussi à cet endroit qu'on trouve les plus belles forêts. Une entreprise de la Nouvelle-Écosse, la Grand River Company, a aussi ouvert une scierie à Mud Lake, au Labrador, où elle a commencé les opérations forestières. En 1901, la colonie comptait près de 200 scieries qui employaient 2400 travailleurs. Cette industrie était toutefois axée sur l'exploitation du pin blanc, ce qui a vite créé un problème étant donné que les forêts étaient constituées principalement de sapins baumiers et d'épinettes noires. Des années de récolte intense ont vite causé une pénurie de pin blanc. Après la disparition des arbres les plus gros et les meilleurs, beaucoup d'industriels du sciage ont dû fermer leurs portes. Cette industrie était alors à son déclin. Les forêts de la colonie étaient désormais composées principalement d'épinettes noires et de sapins baumiers. Ces arbres ne pouvaient pas faire vivre l'industrie du bois de sciage, mais ils étaient une matière première idéale pour l'industrie papetière en plein essor. Les arbres de Terre-Neuve convenaient tout particulièrement à la fabrication de papier journal. 2 usines de papier ont dominé cette industrie avant la Confédération. Elles étaient toutes deux situées sur l'île, l'une à Grand Falls, l'autre à Corner Brook. Au début du 20e siècle, 2 magnats britanniques du papier journal ont souhaité ouvrir une usine de papier à Terre-Neuve. Alfred et Harold Harmsworth étaient les propriétaires de plusieurs journaux quotidiens de masse, dont le Daily Mail et le Daily Mirror de Londres. Craignant une réduction de l'approvisionnement en papier journal, ils ont décidé de fabriquer le leur. L'empire médiatique des Harmsworth a évalué divers emplacements en Amérique du Nord avant de s'établir à Terre-Neuve en 1903 et, de façon plus précise, à Grand Falls en 1904. La région de Grand Falls avait beaucoup à offrir. Ces vastes forêts d'épinettes et de sapins étaient idéales pour la fabrication du papier journal. Il y avait même une chute d'eau pouvant générer de l'hydroélectricité pour alimenter l'usine. Et les billes de bois pouvaient être transportées par flottaison depuis les forêts jusqu'à l'usine le long de la rivière des Exploits et de ses affluents. Le port en haute mer, situé dans la collectivité voisine de Botwood, permettait d'expédier le papier journal de Terre-Neuve aux clients du Royaume-Uni et d'ailleurs. Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador était aussi des plus conciliants. Pressé de diversifier l'économie de la colonie en misant sur d'autres industries que celle de la pêche, il a offert aux Harmsworth de généreux incitatifs pour l'ouverture d'une usine de papier. Mason Beaton était le représentant des Harmsworth à Terre-Neuve. En 1905, il a immatriculé l'Anglo Newfoundland Development Company, une société chargée de superviser le projet. Celle-ci était mieux connue sous son nom abrégé de End Company. 4 ans plus tard, la construction de l'usine et de la centrale électrique était terminée, et celle-ci fonctionnait à plein régime. À cette époque, il s'agissait du complexe industriel de pâtes et papiers le plus gros et le plus moderne de la planète. L'usine était équipée de 3 machines à papier au moment de son ouverture. Celle-ci pouvait produire un total de 30 000 tonnes de papier journal par année. La capacité de production de l'usine a doublé en 1912 grâce à l'ajout de 2 autres machines. Grand Falls possédait les ressources naturelles nécessaires au fonctionnement d'une usine de papier, mais un problème subsistait. Le projet avait besoin de centaines de travailleurs pour faire fonctionner l'usine, mais celle-ci avait été construite dans une région quasiment inhabitée. La société End a donc décidé de construire sa propre ville. Même s'il s'agissait là d'un projet d'envergure, la société n'a pas perdu une seconde. Pratiquement du jour au lendemain,
elle a réussi à transformer une contrée sauvage inhabitée pour créer la ville de Grand Falls. Moins de 2 ans après son ouverture, sa population était de 1600 habitants. Les familles vivaient dans des maisons fournies par la société End et personne n'était autorisé à vivre dans la ville à moins de travailler à l'usine ou d'avoir une autorisation de la société. L'usine a attiré des colons vers d'autres collectivités également. Les villes forestières de Badger, Norris Arm et Millertown ont été fondées après qu'elles ont commencé à approvisionner l'usine de Grand Falls en bois en 1909. Ce succès a entraîné l'ouverture d'autres usines de papier sur l'île, mais la plupart ont eu du mal à se maintenir à flot. En 1911, Albert E. Reed & Company a ouvert une usine de pâte et papier à Bishops Falls, à environ 16 km en aval de Grand Falls. Mais la Reed Company ne possédait pas les énormes ressources financières des Harmsworth, et elle avait de la difficulté à maintenir sa rentabilité. Les problèmes se sont aggravés quand la guerre a éclaté en 1914. En 1916, la Reed Company a vendu son usine et ses droits de coupe aux Harmsworth. La société End a continué à produire de la pâte à papier à l'usine de Bishops Falls, laquelle était expédiée à Grand Falls pour être transformée en papier journal. 2 autres sociétés ont aussi ouvert des usines de papier. En 1914, la Horwood Lumber Company a ouvert une usine de pâte à papier à Campbellton, dans la baie Notre-Dame. L'exploitation a cessé 1 an plus tard, après l'effondrement du barrage principal de la société. La Terra Nova Sulphite Company a commencé à construire une usine de papier à Glovertown dans les années 1920, mais elle était déjà à court d'argent au moment où la construction a pris fin. Elle a vendu tous ses droits de coupe à la société End en 1923 et le bois de Glovertown a ensuite été acheminé à l'usine de Grand Falls. Pendant tout ce temps, les affaires florissaient de façon continue à Grand Falls. La demande pour le papier journal était tellement grande que la société End a mis une 6e machine à papier en service en 1925. À ce moment-là, elle n'avait plus que doublé le territoire boisé dont elle avait la gestion. Pourtant, une nouvelle usine, érigée sur la côte ouest, allait surpasser Grand Falls quant à sa grosseur et à l'ampleur de sa production. Au début du 20e siècle, des industriels se sont montrés extrêmement intéressés à installer une usine de papier dans la vallée Humber. La région regorgeait de forêts denses, d'épinettes et de sapins. Il y avait aussi des chutes d'eau pouvant produire de l'hydroélectricité. De plus, elle avait l'avantage d'être reliée au réseau ferroviaire transinsulaire. La ligne de chemin de fer avait été construite par la Reed Newfoundland Company à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La famille Reed possédait d'énormes bandes de terrains forestiers exploitables dans la région et elle avait l'intention de s'impliquer dans l'industrie papetière. En 1914, elle a créé la Newfoundland Products Corporation dans le but de construire un complexe industriel avec une usine à papier à Corner Brook. Mais lorsque la guerre a éclaté cette année-là, elle a dû mettre son projet en veilleuse. En 1921, Reed a créé un partenariat avec la firme d'ingénierie Armstrong, Whitworth & Company pour relancer le projet. Les négociations se sont poursuivies pendant 2 ans et ont donné lieu à la création de la Newfoundland Power and Paper Company en 1923. Armstrong et Whitworth sont devenus les principaux promoteurs, tandis que les Reed ont pris une part moins active dans le projet. La construction a commencé en 1923 et a évolué rapidement. 2 ans plus tard, 40 acres avaient été aménagés à Corner Brook. Le complexe comprenait notamment l'usine elle-même et 100 maisons pour les travailleurs. Il y avait aussi le barrage principal de Junction Brook et une centrale hydroélectrique à Deer Lake.
Le premier papier a été produit à l'été 1925. L'usine et la centrale hydroélectrique ont eu un effet spectaculaire sur la région, tandis que les terres sauvages cédaient de plus en plus la place à des zones résidentielles pour les bûcherons et les travailleurs de l'usine. Au début des années 1930, la population de la région, située entre Curling et Humber-Mouth, atteignait 10 000 habitants. Malgré cette croissance, l'usine de Corner Brook n'a pas connu des débuts faciles. Les coûts de construction avaient dépassé considérablement les estimations initiales. La Newfoundland Power and Paper Company s'est retrouvée dans une situation financière précaire. En 1927, elle a décidé de vendre l'usine à l'International Paper Company de New York. L'International a exploité l'usine pendant un peu plus d'une décennie, mais elle a eu du mal à joindre les deux bouts durant la Grande Dépression des années 1930. Contrairement à l'usine de Grand Falls, celle de Corner Brook n'avait aucun marché assuré pour ses produits. Elle a subi un sérieux revers à cause de la chute dramatique de la demande pour le papier journal aux États-Unis. L'usine a déclaré un profit de 1 million de dollars en 1929, mais ses revenus n'ont cessé de diminuer régulièrement par la suite. En 1933, elle a déclaré une perte annuelle de 170 000 dollars et elle a connu une série de pertes annuelles au cours des 6 années suivantes. Un point tournant a eu lieu en 1938, quand l'International a vendu l'usine à la Bowater, une société britannique qui était l'un des plus grands fabricants de papier journal en Europe. La Bowater avait d'excellents contrats d'affaires et de vastes ressources financières. La société a augmenté la production de l'usine de Corner Brook, ce qui lui a permis de déclarer un profit de 340 000 $ en 1939. C'était le premier profit de l'usine depuis 1932. Les affaires ont continué de prospérer et les profits ont généralement augmenté au cours de la décennie suivante. En 1948, l'usine de Corner Brook a déclaré un profit de 3,6 millions de dollars. Elle était désormais la plus grande usine de papier de la planète. L'industrie des pâtes et papiers a créé beaucoup de répercussions à Terre-Neuve et Labrador. Elle a donné lieu à la création de nouvelles collectivités et à l'essor de quelques autres. Elle a aussi aidé à diversifier l'économie dans de tout nouveaux secteurs. Toutefois, les profits ne bénéficiaient pas uniquement à l'économie de Terre-Neuve et Labrador. Les usines étaient la propriété de sociétés étrangères qui avaient conclu des ententes avantageuses avec le gouvernement. La plupart des terrains étaient en propriété absolue ou leur étaient fournis à un coût très modeste. Leur plus grande contribution à cette époque, pré-confédération, aura peut-être été de créer des emplois si nécessaires à la population. Les usines ont fourni des emplois à temps plein à des milliers de travailleurs, tandis que l'exploitation forestière d'abattage a offert du travail saisonnier régulier à un moment de l'année où l'industrie de la pêche était sur pause.